Qui étaient les druides? Ça, c'est une question effectivement qui est assez complexe. En fait, les druides sont surtout des sages, des savants. Donc, c'est pas du tout l'image de Panoramix. Les druides sont beaucoup plus tournés vers la science. En fait, ils appartiennent à ces intellectuels de l'Antiquité, de l'Antiquité la plus ancienne, et qu'on retrouve un petit peu dans toutes les civilisations autour de la Méditerranée. Donc, ce sont les équivalents des mages en Assyrie, par exemple, ou des grands prêtres égyptiens qui n'étaient pas seulement des prêtres, et surtout, c'est l'équivalent des philosophes grecs. Et donc, ils apparaissent, enfin, la première fois qu'on parle des druides, c'est dans les histoires de la philosophie grecque qui ont été écrites au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'en Grèce, dans la Grèce continentale, à Athènes, on connaissait déjà les druides, 3 siècles avant César. Donc, ce qui montre bien qu'ils avaient une réputation extraordinaire, et les Grecs les considéraient comme des philosophes. Ensuite, dans la société gauloise, ils ont acquis une place tout à fait considérable, puisqu'ils se sont occupés de la politique. Ils ont donc donné des principes de politique, parce qu'ils voulaient surtout faire ce qu'on appelle la philosophie morale. Ils voulaient surtout que la société devienne moins violente, parce que c'était quand même des sociétés guerrières. Donc ils ont réussi. Ils ont transformé la religion, parce que c'était des théologiens, donc des gens qui réfléchissaient sur la religion. Et donc ça n'était pas des prêtres, parce qu'au contraire, ils avaient un souci de pureté, donc ils ne touchaient pas aux animaux ni quoi que ce soit, mais c'était eux qui interprétaient la volonté des dieux, et eux seuls connaissaient les dieux. Et donc ils connaissaient aussi beaucoup de sciences, notamment la pharmacopée, donc tout l'usage des plantes pour les guérisons, etc. Et ils avaient 2 autres fonctions tout à fait intéressantes. Ils étaient des juges, et notamment des juges qui avaient un pouvoir supérieur à celui des États. C'est-à-dire que lorsque des peuples gaulois étaient en conflit, chaque année, les druides se réunissaient et ils faisaient des assises juridiques où c'était eux qui décidaient qui avait tort, qui n'avait pas tort. Donc ils étaient supérieurs aux États, ce qui est tout à fait étonnant, cette séparation des pouvoirs, et notamment du pouvoir judiciaire. Et puis, dernière fonction, c'est l'école, c'est l'éducation, parce qu'ils ont fonctionné, et dès ces premières philosophies grecques dont je vous ai parlé du IIIe siècle, on a comparé ces druides aux élèves de Pythagore, le grand philosophe. Et donc tout était oral, et les druides fonctionnaient de la même manière. Et donc ça avait beaucoup d'avantages, effectivement, mais ça avait un défaut, c'est que pour que leur savoir ne se perde pas, il fallait qu'ils le transmettent aux jeunes générations, et c'est comme ça que les druides sont devenus les professeurs d'élèves évidemment triés sur le volet, si on peut dire, de ceux qui présentaient les plus grandes aptitudes intellectuelles. Et qui, alors là c'est tout à fait intéressant, suivaient une formation qui durait 20 ans, c'est-à-dire l'équivalent de notre formation universitaire. Et donc au bout de 20 ans, normalement, le jeune élève en savait pratiquement autant que ses maîtres, et il devait à son tour pouvoir venir druide. On sait ça d'une part par les historiens de la philosophie grecque, qui ont commencé à parler d'eux très tôt, et surtout on sait ça grâce à un personnage absolument considérable qui s'appelle Posidonios d'Apamée, qui est un philosophe grec qui a vécu entre moins 120 et moins 50, peut-être même moins 40, et qui a fait une école de philosophie dans l'île de Rhodes, et qui a fait des voyages à Rome et en Gaule, et il a fait un voyage en Gaule dans les années moins 100. Et donc, ce Posidonios d'Apamée a commencé à faire finalement la première ethnologie des Gaulois. Il a noté tout ce qu'il voyait, et il a écrit un ouvrage, un volume de ses histoires, qui malheureusement, tel qu'il avait été écrit, a été perdu, comme beaucoup d'ouvrages dans l'Antiquité, avec l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, la destruction de celle de Pompéi, etc., mais qui, heureusement, avait été recopié par beaucoup d'auteurs, comme César. C'est grâce à ces auteurs qu'on peut reconstituer le texte de Posidonios, qui nous livre des documents là tout à fait extraordinaires sur les druides. On a au moins 2 phénomènes qui sont tout à fait liés, enfin directement liés à l'activité des druides. C'est d'une part le changement de mode funéraire, c'est-à-dire que les Gaulois, au 5e siècle, 6e siècle avant Jésus-Christ, inhumaient leurs défunts, c'est-à-dire qu'ils gardaient le corps, ils les mettaient dans des fosses, comme s'ils allaient vivre dans l'au-delà, donc ils étaient accompagnés de leurs armes, de vases, etc. Donc ça montre que les Gaulois à ce moment-là croyaient à une existence un peu larvaire dans les enfers en quelque sorte. Et puis à partir du IVe siècle,
changement radical de mode funéraire, on les incinère, on les met dans des petits trous, avec des objets, enfin simplement des vases, etc. Et là, on voit bien que les Gaulois ne croient plus du tout à une existence dans les enfers. Donc ça, c'est lié aux croyances que les druides ont diffusées. Et autre phénomène extrêmement intéressant, c'est qu'à partir du IVe siècle, la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, apparaissent des grands sanctuaires, donc des sortes de grands temples, où se pratiquait une religion d'État, une religion où se mêlait la politique et la religion. Et ça, c'était aussi les druides, c'était leur réforme. Donc là, on a deux actions, d'ailleurs, qui sont parallèles, de leur activité théologique et politique. Alors voilà, donc la religion gauloise, il y a en quelque sorte deux périodes. Il y a la période avant l'apogée des druides. L'apogée des druides, c'est les 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc avant, on en sait fort peu de choses. Donc on pense qu'il y avait des cultes locaux, des cultes familiaux. Donc les gens avaient un petit hôtel dans leur maison, des choses comme ça. Et croyaient en des divinités naturelles. Ils croyaient notamment à ce qu'on appelle la déesse mère, des choses comme ça, ou des forces naturelles. Et puis, à partir de la fin du IVe siècle, du IIIe siècle, là, on a une religion qui est beaucoup plus organisée, qui ressemble beaucoup aux religions grecques et romaines. C'est-à-dire qu'on a un panthéon, c'est-à-dire un ensemble de dieux, d'une 7, 8 dieux, qui ont tous des fonctions sociales, en quelque sorte, et qui représentent la société. Donc, c'est vraiment une religion qui doit améliorer la société en quelque sorte. Taranis, d'après la sonorité, on pense que c'est un dieu du tonnerre, Taran, donc ça évoque le tonnerre, donc ça peut être une sorte de Jupiter en quelque sorte. Et quant à Toutatis, là on sait ce que ça veut dire. Toutatis, c'est le dieu de la communauté. C'est le dieu qui protège la communauté. Donc la communauté en gaulois, c'est Touta, c'est le peuple, c'est l'ensemble des habitants d'un même lieu. Donc c'est le dieu protecteur, ce que les Grecs appellent le dieu Polyade, celui qui protège la cité, quoi.